Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa et de l'information économique, la chaîne des investisseurs et des entrepreneurs. Aujourd'hui, dans ce plateau, d'abord, on clin d'œil à une légende africaine de basket, le sport, Mutombo Dikembe, comme le nom sonne. Ça sonnait comme une foudre. Toute l'Afrique est en train de pleurer. L'homme de 58 ans, il avait encore de temps, quelqu'un qui a commencé avec ce club mythique de la République démocratique du Congo, qui n'est plus là, au Natra, au Traco, et ces quartiers qui restent Matongé, mythique, Kauka, mais jusqu'à le pays de l'oncle Sam. On va donner un peu le point de vue là-dedans. Quelqu'un qui a été toujours avec des attaches congolaises, malgré tout, le pays de l'oncle Sam est devenu le deuxième nation à lui. Nous avons aussi une grande personnalité qui était jusqu'à arriver à être les numéro 2 de ce qu'on appelle le Maison Blanche de Kinshasa, au Palais de la Nation à l'époque du président Kabila, cher Jean-Pierre Kabila, que j'ai eu même il y a cela des jours. Il devait être dans ce plateau de l'excellence qu'on appelle SAG Echo, mais malheureusement on n'a pas pu. Peut-être je pouvais être le dernier des journalistes qui devait l'interviewer. Donc que l'âme de Jean-Pierre Kabila reste. J'ai partagé beaucoup de plateaux avec lui, mais bon, vous savez, l'être humain à un moment le fait s'éteint. Et à part ça, Kinshasa est en ébullition avec cette loi fondamentale. On dit la constitution, il y en a qui disent il faut la bousiller ou changer ou réformer. Et puis notre sujet d'aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas bouger des hommes sans ce secteur qu'on appelle l'immobilier. Qu'est-ce qui bloque l'investissement? Parce que nous sommes dans la chaîne des investisseurs et des entrepreneurs en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui le bloque? Mais focus, ça sera sur l'investissement. Et dans ce plateau, heureusement, j'ai des enseignants qui sont là. Ils vont essayer un peu de nous dire est-ce qu'ils ont enseigné les gens pour que l'inflation soit quand même l'ingrédient principal des Congolais. Alors, dans ces pays ici vastes, Kinshasa, 20 millions d'habitants, nous allons prendre un peu la photographie de Kinshasa. Nous voyons que dans ce secteur, l'inflation est galopante. Qu'est-ce qui fait tout ça? J'ai l'impression qu'on est dans le mire de Qatar, où il y a beaucoup de pétroliers à Kinshasa. Les loyers, ça flambe. Est-ce que le logement subventionné va plus revenir dans ce pays type honnête, hein? On avait Bandalungwa, on avait Kitambo, on avait Yolo, Lemba, ainsi de suite. Aujourd'hui, les fonctionnaires, à mon avis, dans 10 ans, vont se retrouver vers Mbankana, parce que ici, le centre-ville est devenu extrêmement cher, le budget. Nous avons besoin d'investisseurs. Je demande à le ministère technique dans ce secteur qu'ils essaient un peu de regarder comment on peut et jongler, mais pourquoi pas accompagner les acteurs. On avait des agents immobiliers comme la famille Mouleka. Est-ce qu'il y en a encore les agents immobiliers et qui le promoteur, on disait, qui construisait dans cette ville immense de Kinshasa? Prof, c'est la première fois dans ce plateau. Vous êtes un professeur qui enseigne dans une université technologique qu'on appelle Bel Campus de mon grand frère Léopold et qui est le recteur. Voilà. Alors, nous avons aussi à côté le professeur, lui aussi, il est parmi les enseignants. Prof, bienvenue. Un mot, je commence par qui? À gauche, hein, ou à droite? À gauche, Mutombo Dikembe. Bon, moi, je vous remercie, Monsieur Takizala, de m'avoir invité sur ce plateau. Je m'incline et je fais chapeau bas à un humaniste, parce que ce que j'ai suivi sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, on l'a présenté comme étant un humaniste mondialiste, mais de provenance congolaise, Mutombo Dikembe, qui a donné ses moyens, de son savoir, de tout ce qu'il avait pour l'humanité. Je m'incline par rapport à cet homme. Eh bien, je dis que son âme repose en paix. Justement, parce que vous avez parlé de celui-là, nous nous sommes dit, Mutombo Dikembe était un mondialiste.
c'est vrai, d'une nationalité congolaise, mais c'est un mondialiste. Il voulait la paix. Il voulait que le monde soit un monde qui cogite avec la paix et la tranquillité. Eh bien, il est parti. Il est parti trop jeune, 58 ans. Il n'a pas atteint l'âge de tout ce que nous appelons patriarche et tout ça. 58 ans, il est parti trop jeune. Mais par rapport à cela, moi, je donne un chapeau bas à cet homme qui a voulu que le Congo, que le monde, que l'Afrique, mais aussi que le monde soit un monde juste, qui intègre la paix avec les moyens de tout ce que nous pouvons avoir dans le monde entier pour que les restes puissent continuer. Je souhaite que ceux qui sont à la tête de la fondation, parce que Mutombo Dikembe a créé une fondation, et cette fondation est pour, pas seulement pour la RDC, mais pour ceux qui sont pour la paix et la tranquillité dans le monde entier. Je pense qu'ils puissent également cogiter pour que la vision de Mutombo Dikembe soit et continue à rayonner sur la terre entière afin que la jeunesse, mais aussi les enfants du monde entier puissent bénéficier de cet homme. C'est vrai. Pour l'instant, je suis en RDC, je suis congolais. Je salue ses œuvres à travers la fondation Mutombo Dikembe qui se sont réalisées au Kasaï oriental, mais qui devraient aussi être au Katanga, où Mutombo Dikembe, il semble, il serait né au Katanga, et il a évolué au Katanga, et le goût du basketball est né au Katanga. Je souhaitais que le Katanga soit aussi bénéficiaire de cet homme, de la volonté de cet homme pour la jeunesse du Katanga et du monde entier. Voilà. Mutombo Dikembe, le grand. Il était grand pas en taille, mais en tout. Légende, on peut dire. Je veux remercier monsieur le DG, le journaliste, et j'aimerais dire un seul mot. D'abord, je présente mes condoléances à la famille biologique de Mutombo Dikembe, ainsi qu'à la famille sportive de Mutombo Dikembe, ainsi qu'à la nation congolaise. Mutombo Dikembe est un enfant, un fils digne de ce pays, qui a démontré par son engagement dans ce pays qu'il tenait vraiment compte du développement de ce pays. À travers sa fondation, nous avons vu les œuvres qu'il a faites ici, et nous espérons que ces œuvres pourront être pérennisées par ceux qui prendront sa place. Mais nous saluons tous les efforts que Mutombo Dikembe a fait pour que notre pays soit connu à l'étranger, malgré qu'il avait quitté ce pays. C'est une vitrine. Oui. Une vitrine de ce pays. Une vitrine de ce pays. Et dans la diaspora congolaise, Mutombo a été quelqu'un de très respecté par tout ce qu'il a fait et entrepris. Ok. C'était un entrepreneur, comme le professeur vient de le souligner. C'était aussi un humanitaire. Et à travers ses œuvres, je crois que sa mémoire sera pérennisée dans ce pays. Mutombo Dikembe, c'est un exemple que les fils dignes de ce pays du Congo qui veulent entreprendre. L'Afrique avait jaloux de la République démocratique du Congo, oui, d'avoir ces grands hommes. C'est un grand homme et nous le saluons. J'espère que son âme repose en paix et que ceux qui sont derrière son organisation vont continuer. Et même l'État congolais, s'il regarde tout ce qu'il a fait, je crois qu'il pourra toujours bénéficier des appuis pour pouvoir pérenniser. Vous gardez la parole parce qu'il y a un autre grand, Jean-Pierre Kambila, oui, un intellectuel affirmé qui était vraiment avec l'auteur de ce pays. Je pense que, vous savez, c'est rare de nos jours quand vous envoyez un thématique à un homme. Oui. Il vous dit, Mathieu, moi je suis spécialiste en ça. Oui. Je suis resté avec des écritures et c'est grave. De part des grandeurs comme ça, même ça devait rester encore qu'on le concite, la jeunesse,
Parce que c'est pas tous les jours qu'on devient le directeur adjoint de Chef le de premier des Congolais. Justement. Voilà, donc comment un mot sur ces grandes personnalités de la société congolaise? Jean-Pierre Kabila. Ok, la même chose que pour Dikembe. Je présenterai d'abord mes condoléances à sa famille qui a été éprouvée. Et je salue monsieur Jean-Pierre Kabila. Kabila qui nous a quittés parce qu'il a travaillé pour ce pays et il a servi le fils de ce pays. Et nous avons besoin des intellectuels comme Jean-Pierre Kabila qui a vraiment donné beaucoup de choses pour la bonne marche et la bonne gouvernance de ce pays. Je crois Prof, que c'est ça que j'avais à vous dire. l'avez connu, le grand, il était aussi grand, hein, en taille il était grand, Jean-Pierre Kabila. Je garde encore mes larmes dans mes yeux. Jean-Pierre Kabila, c'est un de docteurs en sciences politiques. Je l'ai connu. Je sais qu'à l'époque, c'était un de mes co-débatteurs. 2000, 2006, 2007, 2008, Jean-Pierre Kabila ne séchait jamais une émission de débat politique contre moi. Moi, j'étais dans l'opposition, c'est vrai. Lui, il était dans l'autre famille politique. Mais je n'ose pas l'appeler un ami. C'est un aîné à moi. Un frère. Un frère, un aîné à moi. Je sais que quelqu'un, le journaliste comme, permettez-moi de citer son nom, Urusaki Flavien, qu'on appelle Papa Sentinelle, nous a longuement reçus dans le plateau avec Jean-Pierre Kabila. Les journalistes comme celui qui animait l'émission de 4 vérités sur RTAE, qui est une personnalité aussi, un scientifique à l'école de journalisme, nous a longuement reçus, mais aussi votre ami et collègue qui est c'est quoi? C'est qui? Papa, c'est encore qui? Qui? Ndeko. Bon, j'oublie. Non, passe. Kabila, moi, j'ai... À chaque fois... Lui, il nous a reçus avec Kabila. Kabila, c'est mon aîné. Par rapport à l'âge, je n'ose pas dire que c'est mon ami. C'est mon aîné. Moi, c'était Kabila. Avec Ambroise Mamba. Kabila Kankonde, c'est mon aîné. Mais il a toujours été mon co-débatteur. Il n'était jamais... Alors, jamais estomaqué ou encore dépaysé de pouvoir débattre contre moi qui suis son jeune frère. Jean-Pierre Kabila m'a fait l'honneur de venir sur des plateaux plusieurs fois pour débattre avec lui. Alors que lui, il était déjà docteur. Je voudrais signaler ici que Jean-Pierre Kabila détient un doctorat en sciences politiques. Ce n'est pas n'importe qui. Il détient un doctorat en sciences politiques. Ça veut dire que s'il pouvait être déjà nommé, il serait nommé professeur en sciences politiques dans notre pays. Je ne sais pas s'il avait déjà été nommé, mais jusqu'à preuve du contraire, Jean-Pierre Kabila, quand je l'ai connu, il était docteur en sciences politiques, que moi, je n'avais pas. Et pour ça, je lui donne tout mon respect par rapport à tout cela, en sciences politiques, mais aussi en d'autres sciences sociales.
moi qui suis dans les sciences sociales, je concède que Kabila était mon ennemi. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas été content ou d'accord avec lui, mais ça reste sur le plan scientifique. Mais en tant qu'humain, Jean-Pierre Kabila était un homme bien. À ça, j'en appelle qu'on puisse se référer à Flavien Roussaki, qui nous recevait sur son plateau les années 2006, 2007, 2008. Jean-Pierre Kabila ne refusait pas de venir sur le plateau avec nous. Je sais que ma jeune sœur qui nous avait rejoint, Ernestine Nyoka, peut devoir témoigner ça. Bien sûr aussi avec Tchamala et les autres qui nous avaient rejoints, qui pouvaient en tout cas débattre avec Jean-Pierre Kabila avec son niveau sans être humilié. Jean-Pierre Kabila pouvait débattre avec nous en nous respectant, bien que nous avions un niveau inférieur à lui. C'est quelqu'un, je me dis que le Congo a perdu. Cet homme, c'est vrai qu'il avait choisi un camp. Et son camp, nous, on ne juge pas. On juge son intelligence. Il avait choisi un camp. Et ce camp que nous avions vraiment décrété de camp de Judas ou encore le camp de contre la République. Mais c'est le camp qu'il avait choisi. Mais lui, la personne, Jean-Pierre Kabila, reste la matière grise de notre pays. Et cet homme qui était allé aux études, vous avez pour que nous compris, puissions... comprenez le professeur, l'enseignant est en train parce qu'il a connu l'homme, nous tous on a connu Kabila, la République est en deuil, hein, vous savez, des dignes fils qui ont servi cette nation, restons républicains. Maintenant, pour la République démocratique du Congo, qui est la nation qui nous a vu neutre, la Constitution. On dit, le débat houlé, parce que notre sujet, logiquement, c'est d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui bloque l'investissement. Mais commençons d'abord avec la Constitution. On va faire, chacun va donner son point de vue, et puis on commence avec notre sujet d'aujourd'hui, parce que l'oignon d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui bloque l'investissement en République démocratique du Congo. Vous avez la parole, vous avez que 2 minutes pour ça, parce qu'on gagne le temps. Pour la Constitution. Pour la Constitution. Bon, pour la Constitution, comme tout le monde le sait, c'est cette Constitution qui avait été décrétée il y a quelques années. Je crois qu'elle peut subir aussi des modifications parce que les choses évoluent dans ce pays. Alors, comme nous sommes en train d'évoluer, je suis sûr qu'il faudrait que cette constitution soit un peu révisée pour qu'on puisse l'adapter aux réalités actuelles. Parce que si cette constitution avait été taillée pour certaines personnes, je crois qu'aujourd'hui, il peut y avoir une certaine réflexion à travers la nation, bien sûr, à travers tous les composants de la nation, pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut être adapté ou ajusté aux réalités actuelles. Profondez, qu'est-ce qui est adapté? Vous êtes enseignant, vous n'êtes pas n'importe qui aussi. Pour vous, qu'est-ce qui a changé dans la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution? Est-ce que vraiment c'est une urgence en ce moment en République démocratique du Congo? Trouvez-vous vraiment que c'est une urgence? Et pour vous, qu'est-ce qui est à modifier dans cette loi fondamentale? Quel article est à toucher? Bon, moi je ne suis pas juriste, moi je suis manager et économiste. Donc je suis plutôt enclin à débattre sur des sujets qui sont beaucoup plus d'économie. Donc ce qui est vraiment constitutionnel n'est pas vraiment de mon domaine. Donc il faut qu'on laisse ça, on réserve ça aux professionnels constitutionnels. On laisse, aux constitutionnels. Les constitutionnalistes et nous dire aujourd'hui, voilà comment on peut... Vous ne pouvez pas prendre leur place, donc pour vous, il faut laisser aux experts de ce domaine de nous expliquer pourquoi ils veulent modifier ou changer la Constitution. De voir s'il y a des choses à ajouter. Mais nous avons un politique aussi, parce qu'il est à côté, malgré tout il est enseignant, c'est un politique, et ils savent pourquoi ils veulent modifier la Constitution, ou quasiment passons de la 3e République. On est encore en 2e République, 3e République ici, et en 4e République. La France demande 6e République, on ne sait pas
Est-ce que c'est le moment aujourd'hui au DG. Congo? Laissez au professeur DG, qui est intéressé. mon co-débatteur qui est un collègue à moi, en face, je sais qu'il sait. Mais peut-être il veut faire plaisir à certaines personnes. Oui, il veut faire plaisir. Il veut faire plaisir à certaines personnes. Il le sait. Oh, Alors, DG, oui, la personne qui est en face de moi, Oui. c'est un professeur. oui. Il sait. Il veut seulement se dédouaner. Je sais. Après ça, il finit vous dire. Il veut se dédouaner. Il veut se dédouaner. moi, je ne te donne pas. Et- C'est et- plutôt. C'est Je n'aime de pas. la matière grise. Oui. Cher DG, mon frère qui est en face de moi, il sait que cette constitution vient de faire 18 ans, 19 ans. Et pour ça, on a enregistré des échecs, des défauts. 18 ans, je pense que c'est assez pour que l'on puisse voir ce qu'il y a eu qui demande la réflexion, mais aussi la correction. On doit corriger quoi? On doit corriger quoi? Mon frère en face, Oui. moi, je ne le condamne pas. Oui. Et non, mais il est clair, hein, il dit il n'est pas constitutionnaliste. J'ai dit, Sauf il- constitutionnaliste Non. de nous Moi, dire je suis- qu'est-ce qui a c'est modifié. constitutionnaliste. Non, qu'il c'est faut un modifier? éclairé de la société. Oui. Bien sûr. Seulement, il ne veut pas. Nous restons vexer les informés. gens. Oui. Il ne veut pas vexer les gens. Ouais, c'est le domaine de constitutionnalisme. Justement, Oui. c'est le domaine des gens qui ont la jugeote. Oui. Pas seulement des constitutionnalistes. Lui, il refuse de vexer les gens. Ah bon? Il refuse seulement Vous êtes de déjà à vexer- l'intérieur de Non, je vois. Vous voyez, votre invité, Il y a matière c'est à un homme réflexion. intelligent. Il y a C'est un matière à homme réflexion. intelligent. Mais derrière lui, il y a des gens qui vont lui dire mais pourquoi vous avez dit ça au lieu de dire ça? Oh. Justement, il garde sa neutralité. Oh. Mais on dit le net n'existe pas, hein, où vous êtes. Justement, Donc, lui, mon confrère, il garde la neutralité. Hey. Il ne veut pas vexer les il est gens. centriste. Non, il n'est pas centriste. Il Il, est- sait ce qu'il vaut. Hein. Hey. Il garde Oh. pour ne pas vexer les autres. Mais vous maintenant, lui comme il garde, mais vous maintenant vous dites. Voilà, moi, Voilà, vous dites moi quoi? je suis un va-t-en-guerre. Oui, va en guerre. Ah, je Expliquez-nous suis maintenant. un va-t-en-guerre. Oui. Je ne suis pas comme... Oui, Moi, expliquez-nous. Mon ami, Oui. après cette émission, Oui. il viendra vous dire... Il n'y a pas de problème. Sinon, Expliquez il ce va qu'il a venir me raison. dire Pourquoi que on moi va je... toucher? Est-ce que c'est le moment opportun Justement, qu'aujourd'hui, voilà. on Justement, parle de la Constitution? DG, moi, je voudrais vous faire voir. Oui. C'est que lui connaît très bien. Vous savez, cette constitution que nous avons des 18 février, cette constitution... 2006. Hein. Non, c'est 2005. 2005. Cette constitution est une constitution, premièrement, de belligérants. Mon collègue d'en face, il le sait. Parce que lui, il n'était pas belligérant. Vous affirmez des choses. Oh. Il n'était pas belligérant. Oui, mais prof, vous pouvez noter. Hein, après, Il vous n'était allez- pas belligérant. C'est un débat. Je suis d'accord qu'il soit de notre côté. Mais bon, comme il est galant et il ne veut pas la querelle avec les gens, bon, il dit ce qu'il dit là. Mais il sait Mais que cette monsieur le Vatangueur, expliquez-nous Expliquez-nous. pourquoi on va changer DG, la Constitution en DG, ces moments. DG. Pourquoi? Qu'est-ce qui DG, bloque? cette constitution était une constitution de belligérants. Oui, Cette constitution avait pour objectif oui, de mettre tout le monde Oui. ensemble. oui. Tout le monde, quand je dis tout le monde, ce sont les belligérants. Les gens qui avaient pris les armes, Oui. qui avaient tué notre peuple, Oui. Oui. qui avaient bradé notre pays. Oui. On devait les mettre ensemble. Oui. Ça, à l'époque, Hmm. c'était positif. Hmm. Ça, c'était
c'était positif. Oui. Il fallait d'abord appeler tout le monde et les mettre ensemble. Oui. Cette constitution a eu le mérite de le faire. Oui. Et après, il fallait que nous puissions voir dans quelle direction orienter notre pays. Cette constitution avait le mérite de mettre tous les belligérants et leur donner une direction dans laquelle ils devaient se retourner. Mais 18 ans après, il ne fallait pas continuer. Il ne faut pas continuer avec une constitution de belligérance. On a regardé dans la même direction. Quel est l'article à toucher? Parce qu'il y a 2 minutes, parce que notre sujet, vous savez, la télé, Oui. c'est sur le temps. Quel est l'article aujourd'hui qui énerve DG, République démocratique? DG, cette constitution, de bout en bout, Oui, était une constitution de belligérants. oui, on doit la changer. Nécessairement. Donc, Il faut l'élaguer. donc ça doit partir. Il faut enlever cette constitution de bout en bout. Bon. Parce que maintenant, les Congolais se sont retrouvés ensemble. Nous perdons quoi aujourd'hui avec cette constitution? Qu'est-ce que nous perdons? DG, Parce que ce sujet, ça va risquer. DG, puissions pas- la constitution, comme nous l'avons dit, mon frère en face ne va pas me contredire. C'était une constitution de belligérance. De tous les belligérants. Il fallait retrouver tous les Congolais ensemble. Il fallait remettre tous les Congolais ensemble. C'est les positifs de cette constitution. Je pense que ce sujet est. Cette constitution Ça demande... a aidé à ce Je pense que nous revenions ensemble. sujet- Tous ceux qui étaient contre, tous ceux qui étaient honnêtes dans cette constitution, nous sommes revenus ensemble. Nous avons bien compris. On va faire le vendredi Moi, une je crois émission qu'il faudrait une émission spéciale Et nous sur ça. nous demandons aux experts qui connaissent un peu la loi Constitutionnelle. fondamentale. Et vous viendrez Moi, ici. par Mon exemple, frère qui est en face, il Vous le viendrez sait. ici. Moi, je le C'est sais un pas. scientifique. Oui, vous viendrez ici. C'est un Pour aujourd'hui- scientifique. Pour aujourd'hui, permettez qu'on passe dans notre sujet principal. Je suis Parce que plutôt- ces sujets-là, de la Constitution, les politiques, Voilà. vous qui nous suivez à travers le web, contactez-nous le vendredi spécial, qu'il soit de l'IDPS, qu'il soit ainsi de suite, y compris les experts. Venez dans ces plateaux, qu'on parle un peu pourquoi et que la Constitution aujourd'hui. DG, pourquoi. celui qui est en on va face, retourner. vous pensez qu'il n'est pas donc, scientifique. comme nous avons- Il est scientifique. Je suis pas sujets. constitutionnel. Il est scientifique. Plusieurs En tant que sujets. scientifique, il peut réfléchir sur toute la matière. plusieurs- Il le sait. Permettez, monsieur le professeur, nous allons Je le parler. sais très bien. Et qu'est-ce Je qui suis bloque? venu Qu'est-ce qui pour bloque? l'investissement, Qu'est-ce qui bloque ce qui est dans mon domaine. en fait. l'investissement aujourd'hui en République démocratique du Congo? Focus le secteur de l'immobilier. Oui. Cher professeur, qu'est-ce qui bloque Ok, Kinshasa aujourd'hui? Est-ce qu'il est compétitif dans En tant l'investissement? qu'économiste, je remarque que les indicateurs que nous avons en face de nous, économiques, ne sont pas positifs sur la performance de ce marché-là. Donc ici, il s'agit du marché immobilier. Si nous regardons ce marché immobilier, je pourrais dire que dans le cas du climat des affaires lui-même, nous ne nous retrouvons pas. Parce que la volatilité de ce marché montre qu'aujourd'hui, les prix deviennent de plus en plus excessifs par rapport justement à ce qu'il y a sur le marché et l'offre et la demande. Alors, en ce qui concerne ces mêmes prix, ils doivent peut-être être sujets à une certaine fixation des règles pour que nous puissions réguler ce marché. Parce que dans les autres pays où nous avons été, pour ceux qui ont été à l'étranger, ils savent bien que les prix des loyers dépendent surtout des mètres carrés et pour pouvoir les fixer. Et ça dépend aussi des Et à secteurs. chaque fois aussi, pour vous compléter, on regarde l'inflation, on peut augmenter, mais Voilà, là, justement. dès que quelqu'un quitte un logement, l'autre Oui. qui va venir, il suffit qu'il a mis un coup de peinture, Ok. flambé. Ces prix-là, d'ailleurs, nous ne savons pas comment ils sont fixés parce qu'ils devaient être régulés et aussi s'ils devaient être ajustés à l'inflation, indexés, on aurait pu le savoir. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est presque une fois parce que certains propriétaires mettent les prix qu'ils veulent et d'autres aussi mettre les prix qu'ils veulent. C'est un marché qui devait être régulé afin que le consommateur puisse savoir exactement à quel prix il peut louer un appartement qui se trouve
dans tel quartier ou dans tel secteur. Et c'est ce climat-là qui est un peu qui n'est pas bien régulé, qui montre que les gens n'ont plus tellement confiance dans ce marché. Parce que c'est du l'imbroglio, chacun fixe les prix selon son vouloir. Et le consommateur ne se retrouve pas. Si nous avions des associations des consommateurs comme dans d'autres pays, on aurait pu se retrouver. J'ai appelé le président, M. Derek, le président de l'association des consommateurs. Il y en a 3 qui existent maintenant dans la République démocratique du Congo. Et puis j'ai appelé l'office des observation, donc monsieur Mouteba, qui était à Lubumbashi. Il sera même dans ce plateau de Sageko. Ça serait une bonne chose. Et regardez comment les choses se font. Alors maintenant, vous dites que chacun fixe. Est-ce que vous ne voyez pas que la démographie de Kinshasa est un peu galopante et puis que l'acteur public est absent dans le marché de l'immobilier? Oui, justement, ce manque d'impact de l'acteur institutionnel sur le marché montre à suffisance que ça entraîne que le marché ne soit pas régulé. Parce que s'il y avait des constructions d'appartements sociaux, etc., ça pourrait contrebalancer un peu ce que nous voyons. Qu'est-ce qui a bloqué la construction de logements sociaux? Aujourd'hui, nous avons plus de compatriotes qui ont des revenus que nous tous nous connaissons. Et le président Tshisekedi est parmi ceux qui pensent que la corruption ne peut pas développer un peuple. Et en arrivant, on a vu que l'IGF était vraiment le gendarme. Or, les ingrédients qui permettent de combattre la corruption, c'est aussi les revenus des uns et des autres. Et c'est aussi parce que quand quelqu'un gagne le salaire, automatiquement, presque le premier part va dans le logement. Vous voyez que le logement, monsieur l'économiste, vraiment ça fait froid aux yeux. Mais comme vous le voyez, ce secteur d'infrastructure dans l'immobilier demande aussi l'apport du gouvernement. Dans certains pays, comme vous voyez en Chine, comment est-ce que l'infrastructure s'est développée? C'est parce que le gouvernement chinois a créé des zones où on construit des maisons sociaux à caractère social et des appartements pour pouvoir inciter à l'investissement dans ce secteur-là. Vous voyez ça dans beaucoup de pays maintenant, les 4 tigres ou les 5 dragons asiatiques. C'est comme ça qu'ils ont pu booster ce marché-là et c'est cet investissement dans ce secteur. Parce que le gouvernement lui-même est venu à appuyer les gens qui voulaient investir dans ce secteur. Vous allez voir beaucoup de constructions, des appartements qui sont déjà là. On cherche même les gens pour pouvoir acheter. Donc ça permet au moins de contrôler ce marché et ça permet d'avoir une offre et une demande qui soit équilibrée. Mais qu'est-ce qui amène ce que nous vivons là? Les causes, c'est quoi? Parce qu'on commence bien dans les années 70, mais subitement... Les années 2024, on voit que c'est même pas les années 70, parce que dans les années 70... Quand nous discutions avec vous juste au départ de l'émission, vous avez parlé de l'ONEM. Nos parents pouvaient avoir des crédits pour acheter des maisons, parce qu'ils travaillaient. En regardant leur fiche salariale, ils pouvaient donner des avances pour pouvoir acquérir des maisons. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Mais nous avons ces ministères techniques, ministère de l'urbanisme, ministère d'aménagement du territoire, le ministère de quoi on appelle ça, affaires foncières, nous avons le ministère du budget et la planification nationale. Mais ces départements existent toujours en République démocratique du Congo. Ces besoins existent. Voilà. J'ai reçu, quand j'étais banquier, j'ai reçu des investisseurs qui étaient venus de l'Asie et qui voulaient faire des logements sociaux. Mais en voulant travailler avec des banques locales de ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont venus, eux, ils avaient leur capital et ils ont demandé du côté de notre pays de se mettre en joint venture, en compagnie mixte, pour pouvoir être accompagnés. Eux, ils avaient l'investissement et les prix des logements sociaux qu'eux voulaient appliquer, c'était à peu près les prix qu'on avait à l'époque quand nos parents avaient acquis les appartements de l'ONEM. Alors, en venant avec ce business plan qu'ils avaient, ils ont soumis à la banque. La banque a dit, oui, on peut vous accompagner. Mais il fallait voir le caractère de la banque. La banque n'avait pas suffisamment d'argent pour accompagner ces gens-là. Voilà. Eux, ils viennent avec 200 000 $, 200 millions de dollars, et nous autres, nous venons les présenter 20 millions de dollars. Il y avait une disparité d'investissement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes personnes-là sont allées construire leur maison avec leurs propres frais. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, nous devions tous acquérir ces maisons à bon prix.
nos propres concitoyens sont venus et se sont mis ensemble avec ces étrangers. Ils ont dit non, ne vendez pas ces maisons-là à tel prix. Voilà. Il faut les mettre plus cher que ça. Cher. Vous connaissez bien ce quartier, je n'ai pas besoin de citer. Ce sont des maisons aujourd'hui qui coûtent pour un loyer 2000, 3000 $, alors que le prix qu'on avait calculé pour ces investissements-là, c'était même à 300 ou 410. Oui, voilà. L'investisseur allait se retrouver parce qu'il avait un retour sur l'investissement qu'il pouvait recouper sur son investissement. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous-mêmes, les Congolais, nous n'avons pas favorisé ces investisseurs à faire ce travail, et ça pouvait servir de quoi? De modèle pilote. Parce que vous construisez une cité comme ça, on pouvait les dupliquer dans plusieurs endroits. On a eu ce problème aujourd'hui. Je regrette parce que beaucoup de gens, quand ils viennent et qu'ils voient qu'ils ne sont pas soutenus, comment ils vont faire? Professeur, c'est ça qui parle le secteur immobilier. Nous avons l'immobilier particulier, nous avons l'immobilier d'affaires, on dit le bureau, et ainsi de suite. Nous avons aussi l'immobilier de tourisme, on dit les hôtels. Kinshasa a 4 districts. Quand vous regardez, qu'est-ce qui explique que tous les 4 étoiles soient dans une seule commune? DG, vous voyez, mon co-débatteur m'inflige un respect hors norme. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Ça veut dire qu'il a sa part dans la réflexion du développement de notre pays, mais aussi dans le changement de la Constitution. Mon co-débatteur, tel qu'il est là, il a sa part. Et je pense que ceux qui ont suivi cette émission et ceux qui vont le suivre après, ils vont retrouver en lui un respect dans la réflexion. Parlant de l'immobilier, DG, vous savez que, à part les mines, le secteur qui inflige le respect dans le monde, c'est l'immobilier. C'est parmi les secteurs qui relancent l'économie. Hein? J'ai dit pas parmi les respects, parmi les secteurs. J'ai dit, à part les mines, ce qui vient juste après, c'est l'immobilier. Mon co-débatteur a déroulé une réflexion sur ça. Une réflexion scientifique sur ça. Et vous allez bien comprendre que lorsque nous allons taire les mines de la RDC, l'unique secteur qui va faire l'économie de notre pays, c'est l'immobilier. Que le gouvernement, parfois aussi le secteur public, fait taire. Aujourd'hui, je pense que le DG avait été avec moi sur d'autres plateaux de télévision lorsque nous parlions de l'investissement ou encore de l'événementiel du pape, lorsque le pape est venu en RDC. On se demandait, le pape est venu en RDC, la République a déployé tout ce qu'il avait déployé comme. Mais le Congo a gagné quoi? Nous devrions, nous, Congolais, avoir des logements, avoir des restaurants, pour que le Congo puisse gagner l'arrivée du pape. Lorsque nous avons les événements parlant de la francophonie et les autres événements, qu'est-ce que le Congo gagne? Qu'est-ce que les privés congolais gagnent de tous ces événements? Parce que il n'y a pas que l'État qui développe une nation. C'est aussi le secteur public, le secteur privé. Mais bon, le secteur privé a gagné quoi dans tout ce qui se passe? C'était un débat avec le DG Takizala dans d'autres chaînes. Bon, je récupère ce débat pour cette émission aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? Les personnes qui ont les logements, qui sont dans les logements, ça veut dire les hôtels, 1 étoile. Parce que ici, on nous présente seulement les hôtels 5
4 étoiles. Mais ceux qui sont dans les hôtels 1 étoile, ils ont gagné quoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu les touristes qui n'avaient pas de moyens, qui pouvaient être logés dans les hôtels et les institutions des logements 1 étoile? Et tout ça. Et par rapport à la question Monsieur présente, le professeur, on dit la nuitée d'hôtel à Kinshasa laisse tomber. C'est qu'on dit l'hébergement temporaire. Vous venez pour une nuit et Monsieur vous passez. Takizala, vous avez évolué en France. Et vous avez été à Londres. Vous savez que Londres est la ville la plus chère du monde. Mais à Londres, il y a des motels qui coûtent 10 dollars. Ça, vous n'allez pas me contredire. Il y a des motels qui coûtent 10 dollars. Les chambres d'hôtel, oui. La chambre. C'est qu'on dit l'hébergement à bas coût. Hein, Mais ici au Congo, est-ce que nous avons des institutions comme ça? Très bonne classe, où n'importe quel touriste peut venir loger, mais à moindre coût. Ça aussi, c'est un problème. Nous parlons de l'avancement de la RDC, tout ça. Oui. Mais les conditions de créativité de cet avancement, de ce développement, est-ce que nous en tenons compte? Ici en RDC, monsieur le DG Takizala, il est ici. Il sait. La chambre la moins chère des hôtels. Moi, je ne parle pas on appelle les histoires de tolérance et tout ça. Je parle d'hôtel. Un hôtel, à vrai sens du mot, est-ce qu'il y a un hôtel à Kinshasa qui coûte 10 dollars? Il n'y en a pas. Alors qu'aux États-Unis, alors qu'à Londres, parce qu'on sait que Londres, c'est la ville la plus chère du monde. Il y a des motels qui coûtent 6 dollars ou 7 euros, 7 livres. Mais ici, chez nous, l'hôtel le moins cher coûte 30 dollars. Et voilà, voyez, lorsque nous allons parler de l'industrie touristique, lorsque nous allons parler de l'investissement, est-ce que nous tenons compte de tout ça? Voilà. Nous pensons que la RDC doit être repensée autrement. Parce que nous voulons être une destination touristique, affaires et autres. Nous devons repenser la RDC autrement. Exact. Alors, ces hôtels, ces motels, ces flats et autres bénéficient-ils professeur, de l'accompagnement de l'État congolais? Parce qu'il y a aussi de tout ça. Est-ce que l'absence d'un secteur privé prospère, ça veut dire que les entreprises, parce que les secteurs hôteliers fonctionnent avec des parties, les revenus des secteurs hôteliers, où ce sont les entreprises qui sont clients, les directeurs de la SNEL qui viennent de l'autre côté, ou l'administration publique, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas 72 qui a fait qu'aujourd'hui ces secteurs soient quand même parmi les secteurs négligés, on peut dire ça? Mais, monsieur le directeur général, vous avez vécu en Occident, mais vous vivez aussi au sud, en RDC. Vous pensez qu'en Occident, ceux qui ont développé les secteurs touristiques, mais aussi les secteurs d'investissement, parce que nous ne sommes pas seulement dans les secteurs touristiques, les secteurs d'investissement, vous pensez que les vrais hommes d'affaires acceptent de dépenser de l'argent pour rien? Les vrais hommes d'affaires, tels que vous, ils font l'économie sur les tout, même pour l'hôtel dans lequel ils vont vivre.
les touristes, quand ils viennent, ils ont de l'économie, ils vont en touriste, mais après, ils vont continuer leur vie. Tout ça, nous ne devons pas copier ça sur le modèle occidental. Nous devons voir notre réalité et voir cela. Vous avez les Congolais qui sont dans le privé, pour répondre à votre demande, se rabattent sur les maisons de tolérance, au lieu d'être les investisseurs de l'industrie touristique. Ils se rabattent sur les maisons de tolérance. Vous venez avec votre copine et tout ça, vous payez $5. Alors que si l'État congolais les avait orientés, ils seraient dans l'industrie touristique qui veut à ce que lorsqu'un touriste vient, on l'oriente directement à un établissement d'hébergement, mais aussi d'accueil. Et tout ça, ça fait perdre de l'argent. Moi, je crois que comme mon co-débatteur est en train de dire, il faudrait un partenariat public et privé pour pouvoir justement aider ce secteur qui est en déficience, par exemple, comme le secteur de l'hôtellerie touristique. Et il y a moyen d'y mettre des moyens pour pouvoir justement juguler les prix. Parce que ce que nous constatons en économie, exactement comme vous venez de le montrer ici, c'est que quand ces choses-là ne sont pas prises en compte, ces prix qui galopent, ça affecte quoi? Ça affecte l'indice de prix global. À la fin, nous aurons cette inflation qui continue, on dira, on n'arrive pas à contrôler l'inflation. Or, si ce secteur-là était aussi soutenu et régulé, nous aurons peut-être pu contrôler l'inflation que nous avons dans ce secteur et cela n'affecterait pas justement l'inflation globale. En même temps, pour les politiques keynésiennes dans d'autres pays comme les États-Unis, dans d'autres pays qui ont pu se développer rapidement, s'industrialiser, c'est qu'ils ont pu mettre des investissements dans des infrastructures. Or, nous avons ce beau pays, nous avons des parcs touristiques, etc. Si on y mettait aussi de l'argent dans ces hébergements, je crois que ça pourrait augmenter. Dans la ville de Kinshasa, il y avait l'événement, parce que la technique dit des gens que nous sommes en train d'atterrir, hein, vous savez. Mais normalement, ce sujet, on va revenir le vendredi pour ce sujet. Je pense que c'est l'essentiel pour l'investissement dans un territoire. À Kinshasa, on avait l'hébergement d'événementiel qu'on appelait la Foire internationale de Kinshasa. Alors, quand je passe sur le boulevard Lumumba, je me demande, ces maisons-là, maintenant, qui est le propriétaire? Normalement, c'était prévu pour que ceux qui visitent cet endroit mythique de l'économie, par excellence, et ces jours, ils peuvent, c'était de propriété du ministère des Commerce extérieur. Mais aujourd'hui, quand tu passes, c'est pas gay. Alors, vous les économistes, on peut appeler ça quoi? Éléphant blanc ou comment? Parce que aujourd'hui, créer des événements au niveau de la République démocratique du Congo, il faut des hôtels vers Kalina. Or, l'endroit par excellence, c'est Foire internationale de Kinshasa, cher Jean-Lucien Bou. Le ministre du Commerce extérieur, c'est qui? Julien Paloukou. Cher Julien Paloukou, envoyez-nous les experts dans ce plateau de Sageko pour que nous puissions quand même regarder parce que pour moi, là, comme vous dites, il y a vraiment un site qui est bien là-bas. Voilà, et ce site, mais maintenant, ce site est devenu l'utiliser. quoi, le professeur d'économie? Bon, ce site-là aujourd'hui, c'est quoi le problème? Avec ces flambées-là. Parce qu'il faut la concurrence entre les acteurs. Ça aussi, c'est parmi les acteurs qui peut permettre que, dans des périodes d'événementiel économique, tout ça, ainsi de suite, et que ceux qui nous visitent, quand même, ça fait pas mal dans le porte-monnaie. Je ne sais pas si mes informations sont correctes, mais je crois que sur ce site-là, on voulait le rénover. Ah, ils ont vendu un peu des bouts de l'autre côté, de gauche à droite, tout ça. Mais c'est vraiment... Est-ce qu'on ne peut pas délocaliser? On le met dans un autre côté. Parce que là, ça devient vraiment... On ne comprend plus rien, quoi. Il y a moyen de le faire. Comme vous savez, dans d'autres pays,
il n'y a pas que des sites d'exposition comme commerciales. Nous avons aussi ce que nous appelons par exemple des zones franches, des parcs industriels, des zones économiques spéciales qui peuvent toujours attirer les investisseurs à venir et à... Ah ben vous connaissez Paris, hein, parc Expo de Paris, vous voyez que la Villette et tout ça, ainsi de suite. L'équation que vous avez donnée, elle est bonne, mais toujours ça demande de l'hôtellerie. Parce qu'il faudrait accueillir ces gens-là. Ouais. Tu as dit, on ne va pas toujours les accueillir en ville. Oui, alors, mais ça peut amener aussi une concurrence, pas déloyale, mais loyale, parce qu'il faut plusieurs acteurs pour créer un marché. Vraiment, c'est une délocalisation qui pourrait être acceptable pour essayer d'équilibrer ce qui se passe dans ce secteur. Mais avoir des parcs industriels, avoir des sites d'exposition commerciale, ça nous avancerait. 30 secondes, ça doit atterrir avec le sujet, 30 secondes, parce que le temps, on a filé l'horloge, comme on dit. Moi, pour conclure, je crois que pour ce problème dont nous venons pour cette problématique dont nous venons de parler, il faudrait vraiment un partenariat public et privé qui soit assez fort pour soutenir le secteur de l'immobilier. Professeur. Monsieur DG, vous avez vu que mon débatteur en face a énoncé des choses qui se disent tout bas dans notre pays. Vous savez, par exemple, la foire internationale de Kinshasa, vous et moi, nous avons été petits. Nous savions les années 70. Ah oui, là c'est les années roses de la République démocratique du Congo. Hein. Nous-mêmes d'abord Congolais, ou Zaïrois à cette époque, ça dépend. Nous devrions tous aller à la foire. Mais la foire avait une partie nationale, mais aussi une partie internationale. Eh bien, tous les appartements de la foire internationale ont été nationalisés. C'était les dignitaires du régime qui ont pris tous les appartements de la foire internationale. Ah, mais il y a eu plusieurs régimes. Mais pourquoi les régimes qui sont succédés n'ont pas essayé de redorer la chose? Il faut que vous puissiez en parler. Moi, je pense que c'est à la première émission que j'assiste à ça. Il faut qu'on en parle. Que la foire, ce n'est pas la foire nationale, c'est la foire internationale. Ah, mais là, vous allez amener encore. On doit avoir une partie internationale. Vous allez amener encore ce que nous disons. Vous savez, les acquéreurs, l'histoire des 72, où on a piqué les biens des autres. Vous avez de l'argent à payer à ces internationaux. Ça, c'est le média. Le média a aussi l'obligation d'éduquer, d'informer. Lorsque nous avons la partie nationale, il faut qu'il y ait la partie internationale. La partie internationale, ce sont les appartements de la foire. Ah. Mais oui. Ah, c'est sujet. Voilà, bon, écoutez. Il donc là, nous atterrissons, cher Julien. La semaine prochaine, nous demandons à Julien Paloukou doit venir dans cette émission. Excellent, Julien Paloukou. Pour expliquer cela. Voilà. Si il ne vient pas, eh bien, qu'il paye l'argent pour que moi je vienne expliquer cela. Voilà, son excellence, vous avez écouté. Le professeur a dit, nous sommes une nation parmi les grandes et cette parc foire internationale de la République démocratique du Congo, nous voulons savoir, c'était un hébergement qui aidait l'investissement. Vous savez ça? Qui aidait l'investissement en République démocratique du Congo. Son excellence, le président Tshisekedi, je sais qu'il en a besoin d'avoir les années 70 ou 60 de la République démocratique du Congo. Et nous devons tabler avec l'investissement. Pour moi, la semaine prochaine, on va parler, pour être dans le secteur des logements, ça demande quoi à un investisseur? Parce que pour être un entrepreneur dans la construction ou ainsi de suite, en République démocratique du Congo, combien de moyens, quelle expertise il faut avoir? Parce que, alors, je vous remercie. Mais là, vous avez dédouané le ministre Julien Paloukou. Cher Julien. Vous m'avez coupé la parole. Non, cher Julien. Ce n'est pas un problème. Comprenez que le temps est parti. Nous disons à cher Julien, il a fait le ministère de l'Industrie, mais dans le commerce extérieur. Pour avoir un commerce extérieur, il faut avoir aussi une parc, ce qu'on appelle foire internationale pour
pour que les événements autour du commerce et de l'échange Vraiment. puissent se faire d'une façon agréable. Son Excellence, envoyez les experts dans ces plateaux de Sageko. Ou sinon qu'ils vous payent, vous, Donc, quant pour à que moi- nous venions parler. Quant à moi, Mathieu Takizala, l'entrepreneur, et puis l'équipe technique de Qu'ils vous l'émission donnent de l'argent. des Sageko. Présenté par Mathieu Takizala.